Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plumbiz le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Liv Bonelli, qui est une autrice, extraordinaire qui vit de sa plume. On va parler de sa relation avec les maisons d'édition, elle a eu des livres édités, elle en est sortie, finalement elle a, décidé de laisser certains droits aux maisons d'édition et pas d'autres, elle en parlera. On va parler aussi de l'IA, qui se développe sur KDP et de l'impact que ça a sur les ventes. À la fin de l'épisode, on parlera des couvertures et finalement des erreurs que font énormément d'auteurs, d'autrices avec leurs couvertures. Mais surtout, aujourd'hui, tout au long de cet épisode, on va aussi parler de mindset, de posture, de philosophie, de quelle posture il faut avoir pour pouvoir vendre ses bouquins. C'est cette idée que quand on est auteur, autrice indépendant, on n'est pas seulement créateur, créatrice, on est aussi chef d'entreprise. Et c'est ce qui va finalement aussi guider toutes ces interviews. Merci beaucoup, Liv, d'être là avec nous ce soir. C'est un peu particulier, hein. Il y a donc les auteurs de mon accompagnement qui sont présents là pendant notre interview. Euh, je fais régulièrement intervenir des auteurs, des autrices pour qu'ils partagent leur expérience ou qu'ils viennent parler de thématiques en particulier, que ce soit le salon du livre, la newsletter, etc. Et donc là, ce soir, c'est un peu particulier. On va enregistrer cette intervention pour pouvoir la diffuser dans mon podcast. Je te propose de commencer par ton parcours. Moi, j'adore poser cette question-là. C'est comment t'en es venu à l'écriture? Quand est-ce que tu as publié ton premier bouquin? Alors déjà, bonsoir tout le monde. Donc, je suis ravie d'être là avec vous déjà. Merci beaucoup Sébastien de m'avoir invité. J'espère que tout ce que je vais raconter va pouvoir vous aider surtout parce que quand moi j'ai commencé, j'ai écumé tous les podcasts, tous les YouTube, tout ce qui pouvait exister pour pouvoir trouver les réponses à mes questions. Et à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. En réalité, j'ai commencé avec mon ancien métier. J'ai été thérapeute pendant plus de 20, on va dire un peu moins de 20 ans. J'ai fait 18 ou 19 ans, quelque chose comme ça. J'étais donc hypnothérapeute et j'ai écrit un jeu de cartes pour permettre à mes patients de comprendre, non, ou alors non, plutôt d'accepter les émotions qui les traversaient. Et surtout, toutes les émotions liées à ce que l'on appelle le deuil, donc le deuil à proprement parler, et le deuil de soi. Et d'avoir écrit ce jeu de cartes euh, m'a rappelé, ouais c'est ça, ça m'a rappelé mes premiers amours avec l'écriture. Et là, je me suis dit, non, il faut absolument que j'écrive. Donc, j'avais une histoire que j'avais balancée comme ça je vais pas dire sur un coin de table, mais dans un carnet. Je l'ai reprise et là, j'ai tout de suite derrière, j'ai trouvé. Donc, je l'ai écrit en auto-édition. C'est au tout début où ça a commencé. Franchement, j'ai fouillé le net entier pour savoir. Parce que je me suis dit, bah, on n'écrit pas. Oui, écrire un jeu de cartes, c'est une chose. Pour aider ses patients, c'est une chose. Mais écrire un livre, c'est autre chose, quoi. Même si j'étais hypnothérapeute, même si écrire des protocoles, c'est une chose. Écrire un roman, c'est autre chose. En me penchant sur Agnès Martin-Lugan, je suis tombée sur une interview faite par je sais plus quelle chaîne télévisée euh, où justement elle était interviewée et elle a parlé d'un auteur qui s'appelle Laurent Bettoni et je l'ai contacté et c'est comme ça que j'ai appris à savoir gérer mes manuscrits, comment avancer dans son modèle d'écriture. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Tout en sachant que mon jeu de cartes a été publié en maison d'édition et qu'ensuite ce roman-là a trouvé une place dans une maison d'édition, mais j'ai récupéré mes droits et je suis partie en tant qu'autrice indépendante. Je suis très indépendante, c'est horrible. C'est horrible. Je préfère tout gérer moi. Écoute, ça tombe très bien, tu es ici avec des auteurs indépendants, a priori c'est aussi majoritairement des auteurs indépendants qui nous écoutent. Oui. Euh, donc si je comprends bien, tu as écrit un jeu de cartes à la base juste pour tes patients, quoi. Oui, Il a quand même été publié en maison d'édition, c'est quand même un il truc a de été fou. publié, mais oui. Alors déjà, l'histoire est assez invraisemblable ou même incroyable. Donc, je l'ai d'abord testé. J'ai piqué un jeu de cartes à mes filles. J'ai pris un jeu de cartes de 54. Elles étaient folles parce qu'elles jouaient, je sais pas quoi avec.
Enfin bref, un matin, elles se retrouvent sans leur jeu de cartes. Donc, je leur dis, c'est moi qui l'ai pris. Donc, je vous dis pas la guerre à la maison, mais c'est pas grave. Et j'ai collé du papier blanc et j'ai écrit mon jeu sur le papier. Et je me suis dit, je vais d'abord les tester. Si ça marche, je me rapprocherai. J'avais des potes qui étaient graphistes, une autre qui avait écrit son jeu de cartes, etc. Et puis, je lui dis, on verra bien. Le fait d'avoir ce jeu de cartes et le fait de tirer les cartes, de tirer les cartes, et ben, il tirait l'émotion. Et c'était ça qui était juste incroyable. Il tirait l'émotion qui le bouleversait ou voilà, il n'arrivait pas à mettre le mot dessus. Et ce jeu-là ben, lui permettait d'avancer et d'évoluer. Donc, je ne l'ai pas mis tout de suite en maison d'édition, ce jeu. Ce jeu, je l'ai publié seul. Et j'ai contacté ce qu'on appelle un distributeur qui s'appelle DG Diffusion. DG Diffusion m'a dit, on ne travaille pas avec les auteurs indépendants, mais votre jeu est incroyable et ça n'existe pas. Sur le marché, il n'y a pas de jeu qui traite, à cette époque-là, hein, je parle, hein, en 2013, hein, il n'y a pas de jeu qui traite sur les émotions, sur le deuil, etc. Donc oui, on va vous distribuer. Et autant vous dire que j'en ai commandé, j'en ai plus, je sais même plus, j'avais commandé ça, je crois que j'en avais commandé entre 7 et 8 000 exemplaires. Tout a été vendu. Et la marge était de malade. On peut connaître la marge ou pas? Bien sûr, parce que Ouais. je les ai commandés. J'avais un pote graphiste avec qui j'ai travaillé. Et donc, j'ai contacté alors déjà des éditeurs, pas des éditeurs, pardon, des imprimeurs ici. J'ai commencé déjà à travailler avec lui parce que lui travaillait dans une imprimerie. Et ensuite, je me suis dit, bah non, pour en prendre une grosse quantité, etc., il vaut mieux que je me tourne vers la Chine. Et donc, je me suis tournée vers la Chine. J'ai trouvé un imprimeur français qui travaillait avec la Chine. Et donc, j'ai eu des tas. Bon, par contre, il fallait commander en très grosse quantité, ce que j'ai fait. Et en commandant en très grosse quantité, j'ai touché le jeu à 1 euro. Et il était vendu à 21 ou 22 ou 23 euros, je ne sais plus. Donc, forcément, DG Diffusion prenait sa marge. Et moi, j'avais la mienne. Mais voilà. Tu te rappelles à peu près combien t'as tiré de bénéfices sur ce projet-là? Non, mais beaucoup. Non, je me Ok, rappelle ok. plus. Ça remonte à 2015, 2014, 2016. Donc, j'avais peut-être une marge de 70 ou 80%. Ok, Et le reste, c'était des. Oui, c'est énorme. c'est énorme et puis surtout ça montre un sens aigu du business parce que déjà, alors moi enfin, c'est pour ça qu'on se rencontre ce soir, hein, moi ce que j'adore chez toi, c'est qu'il y a, ouais, tu vois, il y a une espèce de mélange d'avoir l'envie d'apporter quelque chose, que c'est ça au fond, tu n'as pas fait ça à la base pour gagner, enfin, c'était pas ton but premier, pour Non, gagner de c'était pas l'argent. mon but premier. Tu crées un outil pour aider tes patients, donc pour aider les gens au fond, et voilà, tu as réussi à l'emmener très très loin et à en faire un business malgré tout. Il y a cet Oui, équilibre en fait un peu parfait dans ton projet finalement de vouloir apporter quelque chose, c'est ce qu'on veut faire avec nos œuvres, nos créations, et en même temps il y a l'aspect business qui nous permet de nous développer. Et, bon bref, c'est un début qui est quand même très très impressionnant. Euh, donc, le projet d'après, ce bouquin, donc tu parlais d'un mentor, c'est quelqu'un c'est quoi ça? Il t'a coaché pour l'écriture, il a fait quoi oui, exactement avec toi? oui. Il m'a coaché pour l'écriture. Donc, c'est ce que je te disais. Écrire un bouquin, c'est complètement différent que d'écrire un jeu de cartes. Parce que écrire un jeu de cartes, enfin, pour moi, c'était assez facile puisque étant thérapeute et hypnothérapeute, je savais écrire des protocoles. Donc, je savais comment faire pour pouvoir écrire un jeu de cartes. Et je savais exactement comment ça fonctionne. En revanche, écrire un roman, c'est totalement différent. Tu n'écris pas un roman comme ça. Il m'a permis de me structurer pour l'écriture des romans. Donc, ce que j'écrivais moi à la base, bah, quand j'ai commencé à écrire avec lui, c'était du fantastique ou de la fantaisie. Après, ça m'a plu, mais c'était pas mon genre. Donc moi, je me cherchais. Et ce que j'ai vraiment aimé écrire, c'était tout ce qui était en lien avec la psychologie, ce qui est logique en même temps, puisque c'est mon métier. Donc, pour moi, c'était tout ce qui était suspense psychologique, thriller psychologique. J'avais ces cours qui m'ont permis de me structurer, mais après, moi, je travaillais, j'ai quatre bouquins, quatre piliers.
enfin, pour moi, c'est sans ça, j'aurais jamais pu. Ouais, c'est ça. Ouais, L'anatomie. il est derrière moi, l'anatomie de Ah Grey. ben voilà. C'est vrai. Donc ça pour moi, c'est la Bible. Voilà. On est bien d'accord. L'anatomie du L'anatomie, scénario, ouais. Mhm. ouais. Donc c'est ça de John Truby. Après, j'ai le thésaurus, des émotions, hyper important. Pareil pour le dialogue. Ok, donc c'est Voilà. dialogue et émotion. Ok, ok. Voilà. Je vous Et mets puis je vous mets les liens en description des livres qu'on a ici. ouais, Dictionnaire des clichés littéraires. Ok, ok. voilà. Pour moi, c'est les quatre. Et avec ça, eh ben, avec ses cours enfin avec son accompagnement et puis plus ça, eh ben, j'ai écrit mon premier thriller psychologique qui s'appelle La Porte oubliée. Celui-ci, pareil, je l'ai mis en auto-édition. Autrice indépendante un jour, autrice indépendante toujours. Et là, je l'ai posé. J'ai commencé déjà à le poser sur Librinova. C'était pas, enfin, j'aimais bien, hein, mais en même temps, j'avais vraiment envie d'avoir le contrôle sur tout. Et donc après, je l'ai enlevé de chez Librinova et je l'ai vraiment mis toute seule sur KDP. Et je sais pas, moi, je l'ai posé je sais pas, peut-être en avril 2022, je crois, ou 2023, je sais plus. Et en 6 mois, j'ai explosé les ventes. Je crois que j'ai fait 5 ou 6 000 ventes, jusqu'à ce qu'il soit repéré pour un prix. Et là, il a remporté le prix du suspense psychologique de 2024. Et ça arrive après avoir écrit combien de bouquins? Parce que tu parlais d'une première phase dans laquelle tu n'étais pas Alors, très à l'aise. eh ben, j'ai écrit 2 fantastiques qui s'appellent, donc c'est la série s'appelle Witch Cross, La clé des origines et l'origine du mal. Je dois écrire le 3e. Ok, donc c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que enfin, ça va très très vite et Oui, tu connais deux succès significatifs en extrêmement peu de temps. oui. Tu nous montrais tes bibles finalement pour l'écriture, tu nous parlais de ce mentor. T'as l'impression que c'est quoi? C'est le fait d'avoir pris l'écriture autant en sérieux dès le début? Parce que j'ai l'impression que tu t'y es mis, enfin, Alors, tu t'y es quand mis, je tu t'y es fais, mis à fond. ouais, quand je fais quelque chose, j'ai un gros problème. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et donc, je me donne à fond et je donne ouais, je me donne à fond. Je me donne à fond dans tous les projets. Alors, je le fais pas pour réussir, je le fais parce que j'aime et que je prends du plaisir. Si on n'a pas de plaisir dans ce qu'on fait, c'est pas la peine. Faut pas, je suis pas partie dans le truc, j'écris pour devenir célèbre ou alors j'écris pour gagner de l'argent. J'écris parce que j'aime ça et j'écris parce que je trouve du plaisir à écrire. Sinon je le fais pas. Je prends réellement du plaisir dans tout ce que je fais. Et c'est peut-être pour ça, c'est parce que je ne me prends pas la tête et parce que je ne cherche pas à avoir un truc que ça marche. En revanche, quand je fais les choses, je les fais à fond. Je me donne à fond dans tout ce que je fais. Alors, si je comprends bien, en fait, bon, effectivement, il y a une forme de détachement dans le sens où tu veux surtout te faire plaisir, mais par contre, à côté de ça, tu te prends très, très au sérieux, tu te prends très à Ah oui, cœur. Le fait d'être coaché pour son premier bouquin, enfin, de s'entourer pour son premier bouquin, c'est assez rare, en fait, d'avoir un coach en écriture, ça change la vie. D'ailleurs, moi, je suis coaché pour mon prochain bouquin, je l'écris avec quelqu'un. Donc, dès le début, tu prends ça très au sérieux, mais à quel moment tu te dis que c'est un métier, est-ce que t'es là, tu es dans une perspective déjà de faire carrière dans l'écriture quand tu commences? oui. Je prends tout de suite, je me dis tout de suite, alors c'est dingue, hein, mais à partir du moment où j'ai écrit ce jeu de cartes, j'ai tout de suite su que j'allais vendre ma patientèle et j'ai tout de suite su que ça allait être mon métier. Même si les gens autour de toi te disent, mais écrivain, c'est pas un métier. Bah, si, c'en est un à temps plein. On travaille beaucoup, on se donne à fond. Là, c'est mon métier. J'ai vendu ma patientèle, euh, assez vite d'ailleurs. Donc, j'ai vendu ma patientèle et tout de suite derrière, je me suis mise à écrire. Tout de suite derrière, bah, j'avais ce fameux joker qui est parti en maison d'édition. Tout de suite derrière, j'ai commencé à écrire et tout de suite derrière, ça a marché. Alors, est-ce que c'est l'époque qui veut ça parce que c'était le début de l'auto-édition, c'était le début de plein de choses. J'en sais rien, mais moi, tout de suite derrière, ça a fonctionné. Et donc, oui, c'est mon métier. Donc, ça, c'est très clair pour toi rapidement. Ah oui, J'aimerais qu'on revienne sur la question tu l'as évoqué tout à l'heure,
Tu as été repéré par une maison d'édition, mais finalement, tu as repris tes droits. Tu peux nous parler un peu de ce passage-là? Alors, c'était la même maison d'édition qui m'a pris, puisque c'est comme c'était une romance fantastique avec un peu de paranormal, etc. C'était exactement la même maison d'édition qui a pris donc mon jeu de cartes, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient très bons pour tout ce qui était développement personnel, les livres en lien avec le développement personnel, et avec les jeux de cartes, mais pas pour le roman. Et ça, Donc, c'était avec quel roman? c'était avec la romance paranormale, celle avec mais que j'ai. Alors, c'était avec la romance paranormale, et c'était avec le premier, l'origine, non, la clé des origines, et là où j'ai repris mes droits. Et j'ai pas eu de problème pour reprendre mes droits. Et, je m'entendais très bien avec mon éditrice. Je lui ai simplement dit que ça servait à rien que je laisse là, parce que moi, ce que je veux, c'est pas qu'un livre végète. Le truc, autant j'ai pas d'a priori ni quoi que ce soit avec les maisons d'édition. La preuve, c'est que je négocie certains droits, je cède certains droits avec mes maisons d'édition. D'accord? Mais je préfère garder le contrôle sur le brochet et sur le numérique. Pour moi, ça, je ne lâche pas. Parce que dans une maison d'édition, et c'est normal, c'est une entreprise. Une maison d'édition, quand elle prend un livre, le livre, on n'est pas seul, on n'est pas le nombril du monde. Il y a plein d'auteurs. Et donc, dans une maison d'édition, un livre va vivre entre 3 et 6 mois. Et après, il y a d'autres livres qui arrivent derrière. Donc, s'il n'y a pas une communauté, si vous n'avez pas une communauté, si vous ne poussez pas votre livre, si vous ne parlez pas de votre livre sur les réseaux sociaux, etc., eh ben forcément, les librairies, que ce soit des grandes surfaces ou que ce soit sur Amazon ou que ce soit dans une librairie indépendante, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de sorties de livres. Il faut comprendre qu'une maison d'édition, c'est une entreprise. Et donc, une entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh ben, générer un chiffre d'affaires. Et voilà. Donc, pour moi, c'était pas viable de voir mon livre ne vivre que 3 à 6 mois dans une librairie. Parce qu'en plus, le problème, c'est pas tellement qu'elle veut générer du chiffre d'affaires, c'est qu'elle génère du chiffre d'affaires avec un roulement extrêmement rapide et qu'on est très vite aiguillé, Exactement. quoi. Bah oui, mais bah justement, elle génère un chiffre d'affaires avec des auteurs. Et donc, forcément, derrière, t'es poussé et t'es vite oublié. Sauf si, sauf si tu te fais un nom, sauf si, etc., etc. Mais quand t'es primo-auteur, c'est tellement rare. Ça arrive, hein, mais c'est super rare. Et moi, c'était pas possible pour moi. Je donne tellement dans ce que je fais. Je trouve pas normal de, de rebuter un livre et de le dire, bah allez, c'est bon, toi, tu as fait ta vie, hop, tu t'en vas. Non, pour moi, non. Tu te donnes tellement à fond que pour moi, c'est pas possible. Tandis quand tu es autrice indépendante, eh ben, tu fais vivre tes bouquins tout au long de ta vie. Moi, mes bouquins continuent à vivre. Moi, c'est L'origine du mal, je l'ai sorti, je sais plus en quelle année, mais moi, j'ai encore j'allais dire des patients, non, des lecteurs. En 2023, je crois que c'est 2023, j'avais vu. Voilà, j'ai encore des lecteurs, oui, parce que je les ai ressortis, j'ai récupéré mes droits, etc. Mais j'ai encore des lecteurs de la première édition, ils me disent, mais quand est-ce que tu vas sortir le troisième? Donc là, j'ai annoncé sur mon site que le troisième est en cours, j'ai déjà écrit le synopsis, etc. Il va y avoir une surprise avec, donc je ne peux pas parler de la surprise, je ne pourrais pas en parler, mais il y aura une surprise avec pour clôturer cette série. Ok, Tu comprends? allons directement dans le vif du sujet. Finalement, ce qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce qu'on vend des livres, comment est-ce qu'on optimise ses ventes, comment est-ce qu'on développe sa carrière. Euh, c'est quoi pour toi les leviers? Qu'est-ce qui fait qu'un livre se vend pour toi, concrètement? Qu'est-ce que fait? Alors, il y a plusieurs facteurs pour qu'un livre se vende. D'accord? Là, c'est clair. Alors déjà, il y a déjà la niche dans laquelle vous voulez écrire. Ensuite, après, toutes les niches sont bonnes. C'est ce que je disais tout à l'heure, le plus important, c'est la joie que tu prends toi quand tu écris. Après, ça peut être du développement personnel. Tu veux parler de jardinage, il n'y a aucun souci à partir du moment où tu prends du plaisir quand tu écris. Ça, là-dessus,
Là-dessus, je ne ferai aucun compromis. Le plus important, c'est aimer ce que l'on fait. C'est aimer, c'est transporter le lecteur. Tu peux très bien écrire un livre sur le jardinage ou sur les petits chiots ou sur le crochet, peu importe, à partir du moment où tu embarques ton lecteur. Déjà, ça, y a pas photo. Ensuite, la couverture. La couverture, c'est hyper important de trouver le bon illustrateur, le bon graphiste, etc., etc. Et les réseaux sociaux, mais même en maison d'édition. C'est ça le truc. C'est que tu peux être en maison d'édition, dans une très grande maison d'édition. Tu t'appelles pas Guillaume Musso, tu t'appelles pas Tillier, tu t'appelles pas je ne sais pas qui. Si t'as pas, si tu peux être chez Calman Levy ou chez Récamier ou peu importe. Si tu n'as pas une présence sur les réseaux sociaux, c'est mort, quoi. Et donc pour toi, Donc c'est c'est hyper. primordial, c'est au cœur de ta stratégie finalement de développement des réseaux sociaux. C'est pas au cœur parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi ton site internet. Ensuite, tu auras les publicités Amazon. Tu auras. Alors, je ne vais pas dire du Google AdWords parce que j'ai pas encore essayé. Mais je ne suis pas. Enfin, je pourrais pas me prononcer sur le Google AdWords, mais je dis pourquoi pas. Faut essayer. Bref, quoi qu'il en soit, c'est absolument tout. De toute façon, maintenant, ça ne fonctionne que comme ça. Si tu n'as pas une présence quelque part, c'est vite oublié. Ok, donc c'est pas seulement C'est être simple. présent, c'est être présent régulièrement et c'est Tu es présent régulièrement, c'est de parler avec tes lecteurs. Moi, n'importe qui peut me contacter sur Insta, ou alors par mon site internet. On m'envoie des messages par le site internet. Et puis, il faut répondre, il faut être. C'est hyper important d'être abordable, de ne pas se prendre la tête, etc., etc. T'as commencé quand à développer ton Insta? T'as commencé quand à Tout de développer ta suite. communauté? Tout de suite? Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et quand on écrit un livre, il faut pas attendre de parler du livre au moment où il sort. On parle du livre en amont, bien 3 mois avant. Il faut créer ce qu'aiment les lecteurs, ce sont les univers. Donc, c'est créer des univers. Et en plus de ça, pour moi, enfin, je jongle avec pas mal puisque là, pour l'instant, donc j'ai ces fameuses romances paranormales que j'ai mis un peu de côté, mais je les ai pas oubliées. Mais en ce moment, je communique beaucoup entre le thriller psychologique, le suspense psychologique et le cozy mystery. Donc j'ai 3 univers. Là, je vais pas tarder à reparler de mes univers cozy mystery parce que j'ai changé de graphiste. J'ai pris une illustratrice. Et donc, j'ai pris une illustratrice parce que je veux donner un univers bien particulier à mes cosy. Donc voilà, donc j'ai une illustratrice pour le Cozy Mystery, donc pour ma série qui s'appelle Blood and Muffin. J'en ai une autre, j'ai un autre illustrateur pour les héritières de l'ombre. Mais tu vois, à chaque fois que je fais des choses, je crée des univers. Et ça, les lecteurs adorent qu'on crée des univers. J'écris entre 2 et 3 romans par an. Je n'arrête jamais. Même moi, j'arrive à m'y perdre. J'ai des, tu vois, regarde, j'ai ça. C'est Et un carnet, oui. ouais, et non, mais chaque carnet, alors regarde, chaque carnet, c'est mes 3 univers différents. Génial. Donc oui, donc t'as réuni. Et ça, c'est très très intéressant parce que tu vois, c'est la première fois que j'entends ça parce que déjà la plupart des auteurs et des autrices évitent de s'aventurer dans plusieurs genres à la fois parce que c'est quand même compliqué. Souvent, on en reste à 2 grands max et encore, ça peut être compliqué. Donc toi, t'écris dans plusieurs genres, mais par contre, il y a un investissement énorme derrière. C'est pas simplement tu t'éparpilles sur des genres, c'est que Alors, t'en as choisi et et chacun rentre dans un univers bien global. différent. Ouais, C'est ça rentre génial. dans un univers bien, bien différent. Et chaque univers, je vais pas m'arrêter à 1, 2 ou 3. Non, pour moi, je vois déjà très loin. C'est-à-dire que j'ai le deuxième Cozy Mystery qui est en correction, donc c'est avec une correctrice pro. Et j'ai déjà écrit le troisième synopsis que je vais envoyer déjà à l'illustratrice pour qu'elle prépare déjà la couverture. Donc, autant te dire que. Et pareil pour les héritières de l'ombre, donc le suspense psychologique. Exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et pareil avec Black Switch, qui lui aussi, le troisième va arriver. Donc, voilà, c'est de l'organisation. À partir du moment où tu es vachement organisé, tu peux tout faire. Ça devient de vous, parce que là, tu nous présentes, parce que faut Ça fait. revenir dessus.
Donc, tu as créé 3 univers différents qui sont extrêmement cohérents. Tu écris des bouquins dans ces univers à chaque fois. Mhm. C'est un peu une masterclass de marketing que tu es en train de faire là. Du coup, ça te vient d'où en fait? Comment t'en es arrivé à prendre des décisions aussi franches, aussi claires avec tes bouquins? Je crois que j'ai toujours, alors, je sais pas, je crois que j'ai toujours été comme ça. Tu J'ai disais que toujours, tu as cherché beaucoup d'infos au début sur, oui, enfin, je, sur les je auteurs vais, indés, comment faire, et cetera. C'est pour ça que je me pose la question, tu vois? j'ai toujours aimé être mon propre chef. Pour moi, il est impossible. Et alors franchement, il est impossible que j'ai un patron au-dessus de ma tête. Jamais de la vie. C'est même pas en rêve. Je pense que quand tu es auteur indé ou autrice indé, je pense que tu as plusieurs casquettes. Et ces casquettes-là, eh ben, tu es obligé de les foutre sur ta tête et te dire, allez, enlève-toi les doigts du et bouge-toi, quoi. Si tu veux arriver à quelque chose, il faut y aller. Et tu été Je obli pense en que, fait, tu été obligé, enfin, finalement, tu dois prendre la casquette de directrice, marketing, tu mais prends c'est les ça, casquettes et tu fais de ton mieux et ça donne ce résultat-là, en fait, c'est ça. Tu c'est prends le ça. rôle à 100. Quand tu es, voilà, mais je suis pas la seule, hein. Tous les auteurs ou autrices indépendants, on est comme ça, on est obligé de chausser. D'ailleurs, enfin, ceux qui marchent vraiment bien et ceux qui arrivent à décoller, à faire décoller leur vente, etc., on est tous pareils. On se débrouille, c'est le système D à fond et on cherche et on fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais jamais, jamais, jamais de manière, comment je vais te dire, amateur. Jamais. On va toujours chercher, on va toujours chercher toutes les solutions, mais de manière professionnelle. C'est-à-dire que moi, j'ai testé, hein, j'ai pris plusieurs correcteurs, etc. Et ben maintenant, je sais que j'ai 2 correctrices pro et jamais je ne chercherai autre chose que des correctrices professionnelles. Parce que quand tu es indépendant, tu dois faire des choses, on t'attend au tournant. Donc forcément, tu dois toujours donner le meilleur de toi. Donc correctrice pro, graphiste pro, illustrateur ou illustratrice pro. Euh, et ensuite, ton marketing, forcément, comme tu fais du pro, eh ben, tu peux pas simplement te dire, bah, allez, je laisse comme ça, je laisse courir, allez, on sait jamais, avec un peu de chance, il y en a un qui il y a un booktalker, je sais pas comment on dit, là, un booktalker, c'est ça? Je suis pas très booktalk, mais je suis pas très TikTok, pardon, mais c'est le booktalk, voilà, et il va tomber dessus et puis il va me faire une pub de malade. Mais non, mais même pas en rêve, rêve pas. Si on se lance en tant qu'auteur ou actrice indépendante, tout le monde peut réussir, absolument tout le monde. Mais il faut le faire sérieusement et puis faut pas se laisser abattre. À partir de quel moment, tu as considéré que tu vivais de ta plume? Et après, peut-être qu'on fera un point sur tes chiffres. Alors, je sais que c'est fluctuant, mais qu'on a une idée, tes meilleures années, c'est quoi la moyenne, en gros? Alors, à partir de quel moment j'ai commencé à vivre assez vite, mais parce que c'était les années, c'était le début. Alors, je sais pas si c'est vrai que là maintenant, c'est vrai que maintenant c'est un peu plus difficile pour ceux qui se lancent, mais c'est toujours possible. Mais en fait, le jeu de cartes, c'était déjà, tu te générais déjà de quoi Mais vivre, en fait? pour ça, mais Ouais. largement. Je vais pas te dire, bah, c'est simple. Un jeu de cartes, je le vendais entre 20, 21 ou 22 euros. Il ne m'a coûté que 1 euro. Je me rappellerai toujours. Ma première commande, elle était de 5000 exemplaires. J'ai tout vendu. Et donc, pour ce qui est de ton chiffre d'affaires sur les années qui suivent, c'est quoi des bonnes années? C'est quoi des moins bonnes années pour qu'on puisse se projeter, voir combien on peut gagner finalement avec ces livres? Donc, en chiffre d'affaires, je tourne sans parler des maisons d'édition. Donc, parce que je te dis, ça arrive une fois par an avec les rééditions d'écoute. Je tourne entre 800 et 1200 ou 1300 euros. OK. D'accord? Mais c'est difficile de donner, voilà, de te dire, bah voilà, moi je fais ça parce que en ce moment, KDP, c'est assez, il y a alors je sais pas si c'est une recrudescence d'IA ou je ne sais pas trop quoi, c'est assez merdique. Il y a beaucoup de livres IA qui génèrent, donc les gens, enfin, je vais dire les pseudo-auteurs, génèrent beaucoup de livres avec des IA.
Et eux, sur KDP, le problème, c'est que c'est un algorithme. Et plus tu sors de livres, et plus tu es mis en avant. Ouais. Et bizarrement, c'est des livres IA qui sont mis en avant. Donc, moi encore, ça va, j'ai de la chance parce que mon Cozy Mystery, ça fait 1 semaine ou 2 semaines qu'il est numéro 1 des ventes. Donc, ça va, on s'en sort bien. Je suis pas une IA, je suis bien vivante, je suis bien un humain. Mais il y en a plein, ça part en cacahuète. Donc, c'est T'as vu tes chiffres baisser ouais, ces derniers temps? j'ai Ouais. vu mes chiffres baisser ces derniers temps. J'ai demandé à des potes et eux aussi ont vu leurs chiffres baisser en début d'année. Donc, on croise les doigts pour que KDP, apparemment, il y a la chasse aux livres IA. Donc, écoute, on croise les doigts pour que ça soit vrai, que ça soit juste, voilà. Mais c'est un petit peu merdique. Quoi qu'il en soit, le lecteur, à mon avis, le lecteur n'est pas bête. Il y a beaucoup de commentaires quand tu vas sur Amazon. Tu as beaucoup de commentaires négatifs qui disent derrière, ça se voit que c'est une IA. Donc, ça va. Mais pour vraiment, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment vous en sortir avec KDP, c'est un manuscrit qui dépasse toute concurrence parce qu'il ne faut pas oublier que les maisons d'édition, même elles, arrivent avec des gros, avec Tillier. Alors moi, je vous parle de thrillers psychologiques, etc. Moi, je vous parle de ça. Donc, moi, derrière moi, enfin, devant moi, il y a Tillier, Musso, Maxime Chatham, etc. Donc, si vous êtes dans le thriller psychologique ou dans le suspense, eh ben, forcément, il faut absolument être irréprochable. Sinon, derrière, ça fonctionne pas. Et je pense que j'ai une optique de vente assez anglo-saxonne. J'ai pas une optique, je suis pas dans une optique française. C'est-à-dire qu'en France, euh, on est assez, si tu n'es pas dans une maison d'édition, tu n'es pas reconnu par tes pairs. C'est assez, tu vois le fonctionnement de l'esprit français. Tandis que en Angleterre ou aux États-Unis, c'est totalement différent. Tu es d'abord auteur indépendant, tu as un agent littéraire et qui, lui, va aller voir les maisons d'édition pour te permettre d'aller publier. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai cédé certains droits. Je ne donnerai jamais, plus jamais, mes droits brochés, mes droits numériques. En revanche, je suis tout à fait ouverte à aller discuter avec une maison d'édition pour céder un droit poche ou pour céder des droits audio. Ce que j'ai fait là dernièrement. J'ai cédé 3 droits audio sur même des bouquins qui ne sont pas encore sortis. Tu vois, c'est toujours aller chercher plus loin pour que ton business, eh ben, fonctionne. Moi, j'ai la casquette d'autrice, mais j'ai la casquette marketing et j'ai la casquette de chef d'entreprise. Et c'est comme ça, la vision, si on veut s'en sortir, c'est cette vision-là qu'il faut avoir quand tu écris. Génial, ça te parle beaucoup. Enfin, tu sais que j'ai monté ma boîte d'accompagnement Ouais. au Canada. D'ailleurs, je retourne vivre au Canada dans Vive quelques le Canada. mois. Je fais le Canada. Et Bah oui, moi, mon fils habite Montréal, donc moi, je vais te dire oui. effectivement, il y a bah déjà, on n'a pas de problème avec le business, on a pas de problème avec le fait de vendre. Exact. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. Et puis, effectivement, peut-être qu'on cherche parfois un peu trop la reconnaissance. Et Bon, c'est ça qui c'est bloque. la reconnaissance au lieu de l'argent. Bon, Mm. ils peuvent être compatibles, mais des fois, effectivement, on cherche. Bah, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai eu une conversation tout à l'heure avec un auteur qui, d'ailleurs, hésitait entre aller en maison d'édition ou être indé, comme s'il y avait cette hésitation de est-ce que je préfère être adoubé ou gagner des sous. C'est un peu con parce que être adoubé, c'est sympa, mais ça remplit pas le Mais c'est frigo. c'est que ce que tu dis, c'est super intéressant. Que font les maisons d'édition? Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles vont gagner des sous. C'est clair. Voilà. Après, il faut bien vous rendre compte. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne donnerai plus jamais mes droits brochés ni numériques, tout simplement, parce que une maison d'édition, c'est allez, primo romancier, c'est entre 7 et 8% brut. Ok? Je vous laisse faire le calcul. Vous gagnez combien par bouquin brut? Si c'est le bouquin, il est vendu 1 euro, 20 euros, et ben vous gagnez que dalle.
Quand l'URSSAF est passé, quand les impôts sont pincés, allez, si vous avez 50 centimes, youpi tralala, sur un livre qui dure 3 mois. 3 mois, 3 à 6 mois. En revanche, si vous êtes auteur indépendant et que vous avez un bon accompagnement, vous pouvez après céder soit un droit poche, soit les audios. Voilà. J'aime trop écrire, j'aime pour que mes livres soient oubliés à un moment donné ou à un autre. Je suis profondément, enfin, vous avez compris que j'aime mener ma barque, donc hors de question que de laisser passer, votre rêve de vivre de votre écriture. C'est ça aussi. C'est le rêve de vivre de votre écriture. C'est tout à fait possible. Il y a du travail, mais le travail, à un moment donné, ça paye. Tu as parlé de tes gamelles, c'est quoi les plus grosses erreurs que tu as pu faire si tu devais parler des Les plus plus grosses? grosses erreurs, Ouais. ouais, c'est de croire qu'une maison d'édition, c'est le sésame. Bah non, c'est ça. Et d'attendre que la maison d'édition fasse votre promotion, fasse ci, fasse ça. Enfin non, alors c'est ce que je te disais, j'ai rien contre puisque moi je négocie des contrats avec. En revanche, je m'occupe, je m'occupe de ma promo. Et donc la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est d'avoir signé. Alors c'est pas d'avoir signé en maison d'édition, c'est faux parce que encore une fois, je dis, c'est très bien aussi. Mais c'est de croire que la maison d'édition allait s'occuper de tout et j'ai attendu que ça arrive, quoi. Et là, j'ai vu que bah non, bah y a rien qui est arrivé, strictement rien. Même en étant signé dans une maison d'édition, si tu ne fais pas ta propre promo, si tu ne bouges pas, si tu fais pas ci ou pas, il n'y a rien qui se passe. Donc, tant qu'à faire, autant que je le fasse pour moi et que ça me rapporte à moi. Donc voilà, ma plus grosse erreur, ça a été ça. Et après, ma plus grosse erreur, c'est d'avoir aussi pris une fois une correctrice qui se disait pro et en fin de compte, pas du tout. Et j'ai pas vérifié. Et ça aussi, il faut que vous vérifiez toutes les personnes avec qui vous travaillez. Ça, c'est hyper important. Parce qu'à un moment donné, mon père m'a toujours dit, le pas cher coûte très cher. Eh ben, c'est vrai, ça coûte très cher. Autant au niveau pécunier et autant après les retours de tes lecteurs. Donc ça, j'ai dit plus jamais. Il y a une expression américaine que j'adore, c'est If you pay peanuts, you get monkeys. Si tu payes en cacahuètes, t'as des singes. C'est Exactement, un peu radical, exactement ça. mais bon, on a, on a tendance Donc, à on a tendance à le vérifier régulièrement. Ok. On est passé assez rapidement finalement sur du concret, sur ce que tu utilises pour mettre en avant tes bouquins. On a évoqué les réseaux sociaux, on a parlé de la pub. Bon, je pense qu'on a compris que les réseaux sociaux étaient très importants pour toi et que c'était voilà, une composante importante pour toi. Niveau pub, t'en es où? Parce que souvent, la pub, c'est quand même la locomotive oui, des si tu auteurs ne fais indés. pas, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frileuses. Il faut absolument, il faut pas avoir peur. Et ça, je pense aussi que je veux pas critiquer l'esprit français, les amis, mais je pense que c'est très français d'avoir peur d'investir et de se dire, mon Dieu, j'investis et si je ne récupère pas. Faut pas avoir peur d'investir. Il faut investir. Donc moi, j'investis dans la publicité. Il faut savoir. Alors j'ai aussi appris euh, à travailler avec Amazon Ads. C'est une très grosse machine qui fait, c'est merdique, ça fait très peur, c'est kékafouillon. Donc, j'ai pris aussi des formations avec Amazon Ads et à partir de ce moment-là, eh ben, tout roule, quoi. Donc, je sais monétiser, je sais faire et maintenant, je sais investir avec Amazon Ads et mes publicités. Je suis très rentable avec mes publicités. Et là, actuellement, j'arrive à faire un ACOS entre 20 et 25%, voire 35% d'ACOS. Donc, j'ai investi 35% et derrière, j'ai des super ventes. Parce Donc, que ce qu'on voit chez toi aussi, c'est que tu te poses pas la question, tu te formes, tu t'entoures, c'est ce que tu as fait avec l'écriture dès le ouais, début. ouais. Et j'imagine que ça te permet de gagner beaucoup de temps dans Bah, ta c'est ça, carrière, quoi. c'est ça. Harry, il faut pas tâtonner, il faut y aller franco. C'est-à-dire, il faut vous enterrer de bons professionnels, aller chercher les formations qu'il faut
Et puis, allez-y, foncez. Si vous avez tout ce qu'il faut, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. En revanche, il faut savoir investir. Et c'est pas une perte d'argent. Faut pas se dire j'ai perdu de l'argent. Non, j'ai investi cet argent pour donner une chance ou la priorité de vivre de mon travail, enfin de vivre de l'écriture. Si on doit résumer ce que tu nous as partagé, c'est que déjà, il y a des choses de l'ordre de prendre sa responsabilité à 100% sur son activité, c'est-à-dire y aller à fond, Ouais. euh, tout faire pour réussir, s'entourer, se former, et surtout pas faire les choses à moitié, parce que c'est un marché très Non, concurrentiel, le livre, et on peut pas se permettre il d'être faut pas. minimaliste. Ouais. Ah ouais, là je vous le déconseille. N'y allez pas les mains dans les poches. Euh, faites les choses le plus professionnel possible. Donc c'est pour ça que je vous dis mettez toutes les chances de votre côté. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y a un truc qu'on a pu creuser aussi, c'est ta gestion des marges, que bon, c'est ce que tu as fait sur ton jeu de cartes, mais j'imagine que tu es très regardante sur, voilà, sur avec qui tu travailles, combien ça te coûte, essayer de trouver le meilleur Ah équilibre ben oui, possible. ah ben oui, parce que votre matière première, la matière première, bon, c'est votre cerveau, votre idée, vous écrivez, etc. Mais derrière, il faut penser à tout, même la manière dont je vais gérer un roman, le nombre de pages, même le nombre de pages est hyper important quand vous allez vous mettre sur Amazon. Le format que vous allez prendre aussi. Plus vous allez prendre un format un peu plus grand, forcément, il y aura plus de mots sur les pages et donc il y aura moins de pages et donc vous aurez plus de marge. Je regarde absolument tout. Tout est noté. Chaque bouquin, je sais combien il m'a coûté, la couverture combien elle m'a coûté, la correctrice combien elle m'a coûté, le nombre de pages, l'impression, l'impression sur Amazon, tout ça, c'est hyper important. C'est au centime près que là, vous vous dites, eh ben, OK, là, le livre Amazon, l'impression, elle va me coûter, je ne sais pas moi, 3,95 €. Ma marge, je vais gagner 60% dessus. Bon, ben voilà combien je vais gagner en redevance, etc., etc. C'est tout ça qu'il faut regarder. C'est grâce à ça que j'en suis là où j'en suis. Si tu devais nommer une connerie que tu vois faire par beaucoup, beaucoup d'autrices, d'auteurs indés, et qui les met vraiment en difficulté, qui résolvent absolument. La couverture, c'est bête à dire, une couverture merdique, une couverture générée par une IA. Amazon, c'est la plus grande, je sais que les gens n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est la plus grande librairie au monde. Il y a des milliers de livres. Si votre couverture n'accroche pas le regard, même si vous avez écrit un best-seller, eh ben c'est foutu. Donc, investissez dans un graphiste, investissez dans un illustrateur, parce que votre couverture fait la moitié du job. C'est le dernier endroit où faire des économies pour le coup. Ah ouais, Ça doit être un investissement important et il faut y faire c'est attention. hyper important. Je peux pas vous dire plus que ça, c'est hyper important. Et je pense que la plupart des auteurs et autrices ne se rendent pas compte de ce qu'ils pourraient gagner parfois à faire une refonte de couverture, à investir, même si Ouais. c'est même si c'est 4 ou 500 balles, peut-être les 4 ou 500 balles les Oula, mieux investies de la terre. c'est même plus cher que ça. Moi, par exemple, j'ai un illustrateur qui est à Londres. Il a fait des couvertures pour Stephen King. Je paye 850, entre 850 et 900 livres sterling. C'est un investissement. C'est du très haut niveau, hein, parce que déjà à 500 balles, tu peux bosser avec des graphistes qui sont très bons. Donc toi, tu vas Ouais, chercher encore plus loin. ouais. Parce que je veux la couverture qui va me ramener tous les lecteurs. La porte oubliée, quand il me l'a faite, j'ai été numéro un, pas simplement d'une catégorie X sur Amazon, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, je suis numéro un sur Amazon dans jardinage. Ben, c'est bien, on fait une belle jambe. Alors que tu écris du thriller. Non, moi j'ai été numéro un et article, j'ai reçu sur le truc, article le plus offert, article le plus vendu, numéro un, etc. avec la porte oubliée. Euh, pendant, je sais pas moi, pendant un mois. Je sais pas si vous vous imaginez, il y a des milliers de livres sur Amazon. Ok, donc j'étais devant les Tilliers et devant tout ce qui s'ensuit. Le numéro un sur Amazon. Pourquoi? Parce que j'avais la couverture. Et c'est ça.
il y a beaucoup qui disent: «Ah bah non, je vais pas mettre ce prix-là, je vais pas faire ci, je vais pas faire l'autre, c'est pas possible». Eh ben si, investissez, n'ayez pas peur d'investir. S'il y a un poste sur lequel vous ne devez, alors forcément la correctrice pro, mais ça c'est une évidence, voilà. Mais surtout, ne passez pas à côté de votre couverture. Jamais. C'est vraiment, si j'ai un dernier conseil à donner, c'est vraiment celui-ci. Merci Liv, merci beaucoup. T'en C'est prie. super qu'on finisse avec quelque chose de concret, d'actionnable. Tu sais, ça, le conseil que tu donnes là, il est très important. Je pense qu'il va, tu vois, il peut changer la trajectoire de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et c'est enfin, c'est ce qu'on essaie de faire avec ce podcast. Merci pour tes conseils et surtout pour l'énergie que tu nous as transmise, parce que je pense que tu vois, c'est très important. Ça fait du bien à entendre. On va passer aux questions du groupe. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Tu peux suivre Liv sur Instagram, je te laisse le lien en description. Toutes les semaines, chaque jeudi, je sors un nouvel épisode. J'interview un auteur, une autrice qui vit de sa plume ou qui est en chemin pour vivre de sa plume. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où je te donne plein de conseils pour développer, gérer ta carrière. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode extraordinaire avec un auteur qui a été très très loin dans l'écriture, que tu connais très probablement. Je garde la surprise, tu découvriras ça jeudi prochain, un épisode absolument extraordinaire, un parcours hors du commun, voilà, qui a débuté avec l'édition indépendante et qui s'est terminé en maison d'édition. Merci encore de m'avoir écouté, merci pour vos messages, ça me fait vraiment plaisir de lire à quel point ce podcast vous plaît, c'est vraiment unanime, ça me touche beaucoup. Merci d'être là, c'est que le début. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.